Alexandre Lotiec est chargé de recherche au LUT, le laboratoire de l'univers et de ses théories à l'Observatoire de Paris. Il travaille à Meudon. Il est dans l'équipe Relativité et Objets Compacts. Et lors de la fusion des objets compacts comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons, sont émises des ondes gravitationnelles dont Alexandre Lotiec essaye de comprendre la forme. Et donc, c'est le sujet de sa présentation, où on en est sur les ondes gravitationnelles aujourd'hui. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc effectivement, je vais vous parler d'ondes gravitationnelles ce soir. Et je vais essayer de vous convaincre que c'était une véritable révolution qu'on a le droit désormais en astronomie. Tout simplement parce que pendant des centaines d'années, voire on pourrait dire pendant des millénaires, toutes les informations que nous avons acquises sur le cosmos, sur notre univers, étaient le fruit d'observations effectuées à l'aide de lumière visible et d'autres types d'ondes dites électromagnétiques, comme les ondes radio, rayons X, gamma, infrarouge, ultraviolet, etc. Et donc, en fait, jusqu'à très récemment, on se contentait de voir l'univers. Et en un certain sens, métaphoriquement, grâce aux ondes gravitationnelles, on a commencé à écouter l'univers, c'est-à-dire à l'explorer avec un sens entièrement nouveau. Alors attention, les ondes gravitationnelles ne sont pas des ondes sonores. Je vais bien vous expliquer ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, mais quelque part, il faut vous imaginer que c'est comme si nous étions sourds et tout d'un coup, on peut écouter. Et donc, évidemment, ça chamboule radicalement la vision qu'on peut se faire de notre étrange cosmos. Donc, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Quelles sont les sources d'ondes gravitationnelles, et en particulier les sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles ? Comment est-ce qu'on fait pour les détecter, ces ondes gravitationnelles ? Je vais vous dire quelques mots de deux événements particulièrement marquants en ce qui concerne l'histoire de l'astronomie gravitationnelle, à savoir la détection du tout premier signal en septembre 2015, donc ça fait déjà 6 ans. C'était un couple de trous noirs qui a été observé. Et puis quelques années après, un couple d'étoiles à neutrons, une autre découverte tout à fait fondamentale en astronomie. Et puis je vais terminer cet exposé en vous parlant de l'avenir de l'astronomie gravitationnelle, de ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc commençons par les ondes gravitationnelles. Alors avant tout, une onde gravitationnelle, c'est une prédiction d'une théorie physique. La théorie en question, c'est la théorie de la relativité générale, qui a été formulée par Albert Einstein il y a un peu plus d'un siècle, et qui est une théorie qui parle de l'espace, du temps et de la gravitation. Donc il l'a formulée en 1915, et dès l'année suivante, en 1916, Einstein a prédit l'existence de ces ondes gravitationnelles. Donc pour vous expliquer ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, il va falloir qu'on parle d'abord un petit peu d'espace, de temps et de gravitation. OK ? Donc allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'espace ? Bon, a priori, on a tous une intuition de ce que c'est que l'espace. C'est quelque chose qui a 3 dimensions, puisque je peux avancer ou reculer dans cette pièce, je peux aller à gauche ou à droite, je peux monter ou descendre. Et puis le temps a une dimension, puis il semble un peu différent de l'espace, puisque, a priori, on peut aller que dans une direction dans le temps, de ce qu'on appelle le passé vers le futur. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'espace-temps. Ça peut faire peur, l'espace-temps, mais en fait, c'est très simple, vous allez voir. Imaginez que vous avez deux particules ici, 2 atomes ou ce que vous voulez, 2 boules de pétanque, une rouge et puis une bleue, qui sont en train de se rapprocher l'une de l'autre, d'où les flèches que j'ai dessinées. Elles ont une certaine vitesse, et puis je prends une photo. Elles bougent dans un plan, donc à 2 dimensions. J'imagine qu'il y a une dimension d'espace en moins. J'ai 2 dimensions d'espace au lieu de 3 dimensions d'espace. Donc mes 2 boules là se déplacent dans l'espace, et je prends une photo, un instant T0. OK ? Jusque-là, tout va bien. Et puis, un peu après, un instant T1 ultérieur, les 2 boules se sont rapprochées l'une de l'autre, du fait de leur mouvement, elles se rapprochent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles entrent en collision, puis repartent dans la direction opposée, et ainsi de suite. OK ? Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté le mouvement de 2 particules dans l'espace au cours du temps. D'accord ? Bien, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ?
C'est tout simplement la réunion de toutes ces tranches d'espace au cours du temps. Et donc ça ressemble à une espèce de bloc, un cube, on va dire, mais sans bord, il faut imaginer que ça se prolonge, qu'on appelle le bloc espace-temps. C'est ça l'espace-temps. Et donc dans l'espace-temps, le mouvement d'une particule ressemble à une ligne. On appelle d'ailleurs ça une ligne d'univers. Ligne d'univers de la particule rouge, ligne d'univers de la particule bleue. Vous voyez, c'était pas sorcier, l'espace-temps. Alors l'espace-temps, avant Einstein, on voyait ça comme une espèce de scène, comme cette scène ici, on dirait une scène de théâtre, et puis vous avez les acteurs qui se déplacent sur la scène. Mais la scène est figée. Elle n'est pas influencée par le mouvement des acteurs. Ça, c'était avant la théorie de la relativité générale. Et ce que Einstein nous apprend, c'est qu'en fait, cette scène n'est pas figée, cette scène est dynamique et elle est influencée par ce qui se passe. Les acteurs viennent modifier la scène elle-même. Plus précisément, la théorie de la relativité générale nous apprend que ce qu'on appelle la gravitation, qui nous est présentée généralement comme une force, lorsqu'on la rencontre à l'école pour la première fois, la gravitation, en réalité, n'est pas une force. La gravitation n'est jamais que la manifestation d'une propriété de l'espace-temps qui est ce qu'on appelle sa courbure. Donc l'espace-temps est courbé, et la gravitation, c'est la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Courbé par quoi? Par la masse et l'énergie qu'on va mettre à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si vous imaginez poser un enfant sur un trampoline, ça va venir modifier la forme du trampoline à cause de la masse de l'enfant. Eh bien, si vous venez mettre la Terre à l'intérieur de l'univers, ça va venir courber l'espace-temps de l'intérieur. Alors attention à cette analogie, elle permet de visualiser un petit peu, de comprendre, mais elle a ses limites. Une surface comme un trampoline, ça a 2 dimensions, on vient poser les choses dessus, alors que l'espace-temps a 4 dimensions, et il est courbé de l'intérieur, par la masse et l'énergie qui se trouvent à l'intérieur. Ok ? Et ce qui est très très beau dans la théorie de la relativité générale, entre autres choses, c'est que le mouvement, par exemple, de notre satellite naturel, la Lune, autour de la Terre, n'est pas un mouvement accéléré sous l'effet d'une force gravitationnelle. En réalité, c'est un mouvement de chute libre. C'est-à-dire que la Lune se balade librement, sans subir aucune force. Elle suit une trajectoire qui, en un certain sens, n'est pas accélérée. On dit que son mouvement est inertiel, mais dans un espace-temps courbé par la masse-énergie de la Terre. Et de même, le système Terre-Lune suit un mouvement libre, un mouvement de chute libre dans l'espace-temps courbé par le Soleil. Et de même, le système solaire dans la galaxie, et ainsi de suite. Vous voyez l'idée. Donc voilà comment on peut se représenter l'espace-temps, comme une espèce de bloc, le bloc espace-temps, mais courbé. Alors pour représenter qu'il est courbé, je lui mets un peu des vaguelettes comme ça. Et une analogie que j'aime beaucoup, c'est celle de la jelly. En Angleterre, vous avez ce dessert là, un petit peu gélatineux, qui s'appelle la jelly. Je pense que l'équivalent en France, ça serait peut-être le flamby de notre enfance, à la cantine. Et donc, il faut vous imaginer que l'espace-temps a des propriétés comme ça d'élasticité. Il peut être déformé, il est un petit peu mou. Et en fonction de ce qu'il y a dedans, la masse et l'énergie qui se trouvent dans l'espace-temps, cette courbure va être différente. Et donc, vous pouvez déjà peut-être, à ce stade, anticiper la notion d'onde gravitationnelle. Si je pose un flamby sur une assiette et que je secoue le bas de l'assiette, vous pouvez imaginer qu'il va y avoir des ondes qui vont se propager jusqu'en haut du flamby. Et bien c'est pareil, si vous mettez de la masse à l'intérieur de l'espace-temps et que vous accélérez cette masse, vous secouez la source du champ de gravité, la source de la courbure de l'espace-temps, ces oscillations vont se propager. Et ces oscillations de courbure de l'espace-temps, ce sont précisément les ondes gravitationnelles. Donc on y vient. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une onde ? Nous sommes tous familiers avec un certain nombre de phénomènes ondulatoires. Peut-être l'un des plus classiques, c'est lorsqu'on s'amuse à jeter un caillou dans une mare, dans un étang. On voit se développer un système d'ondes concentriques qui se propagent vers l'extérieur. Donc ça, ce sont des ondes à la surface de l'eau. L'eau, ici, est le médium, le support de propagation de l'onde. Un autre phénomène ondulatoire très important, c'est le son. Les ondes sonores, ce qui nous permet de communiquer en ce moment même. L'idée étant que, si je n'avais pas le micro, mettons si je m'adresse à vous directement, mes cordes vocales vont venir faire vibrer l'air devant moi. Il va y avoir une petite surpression, une surdensité qui va se propager de proche en proche jusqu'à votre système auditif. Donc ici, le support de propagation de l'onde, c'est l'air. Les ondes sonores se propagent en gros à quelques centaines de mètres par seconde.
en fonction de la température et de la pression. Un autre phénomène ondulatoire tout à fait important, c'est ce qu'on appelle les ondes sismiques. Donc des ondes de compression, de dilatation qui se propagent dans la croûte terrestre et même à l'intérieur du manteau et qui nous permettent d'obtenir des informations sur la composition de la Terre. Et puis un autre exemple, peut-être un peu plus contre-intuitif, c'est la lumière. Puisque la lumière, on le sait depuis le 19e siècle, n'est jamais qu'un ensemble d'ondes dans ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Donc ça, c'est une grande découverte qui remonte aux travaux de Maxwell et de Hertz. En fait, la lumière, par exemple, je sais pas, la lumière rouge ici, c'est une onde caractérisée par une certaine longueur d'onde qui se propage à une très grande vitesse, à peu près 300 000 km par seconde. Donc voilà un ensemble d'exemples de phénomènes ondulatoires. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Eh bien, c'est tout simplement une oscillation dans la courbure de l'espace-temps lui-même qui se propage précisément à la vitesse de la lumière. Donc vous pouvez imaginer que vous avez, je sais pas moi, une source de courbure de l'espace-temps, par exemple un trou noir qui crée cette espèce de courbure là. Et puis l'onde gravitationnelle, ça va être cette petite oscillation, cette petite vaguelette à la surface de cette courbure moyenne qui va se propager à la vitesse de la lumière. Et voilà, vous savez ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Fin de la conférence. Donc dans mon diagramme d'espace-temps, si je retire encore une dimension d'espace, donc là j'ai juste une dimension d'espace horizontale et une dimension de temps verticale, nous avons nos deux lignes d'univers associées à nos deux particules dont nous parlions tout à l'heure. Vous voyez ici cette petite vaguelette qui se propage à 45 degrés, ça serait la représentation visuelle d'une onde gravitationnelle. Ok ? Donc c'était la première chose. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Maintenant, on va se poser la question, comment est-ce qu'on génère ces ondes gravitationnelles? Alors pour ça, une petite analogie sera tout à fait bienvenue. On va commencer par penser en termes d'ondes électromagnétiques. Comment est-ce qu'on fait pour générer des ondes électromagnétiques? Prenez une particule élémentaire, un électron. Cet électron a une charge électrique. Il crée un champ électrique autour de lui. Si maintenant vous venez le secouer, l'accélérer, le faire bouger, la structure du champ électrique au voisinage de l'électron va varier dans le temps. Et la théorie de l'électromagnétisme nous apprend alors qu'il va y avoir propagation de rayonnement électromagnétique qui vous est représenté ici sur ce schéma. C'est exactement comme ça qu'on parvient à créer des ondes radio. Si vous êtes chez vous, peut-être dans une voiture et que vous écoutez la radio, en fait, ce sont des ondes électromagnétiques qui ont été émises par une antenne, donc un bout de fil, un bout de métal dans lequel va circuler un courant électrique, donc des électrons qui sont accélérés comme ça, et ça va créer des ondes électromagnétiques qui se propagent et que vous pouvez ensuite capter. De manière tout à fait analogue, pas identique, mais analogue, si vous venez accélérer non pas des charges électriques, mais de grandes concentrations de masse, comme, je ne sais pas moi, deux trous noirs par exemple, qui tournent l'un autour de l'autre, eh bien vous allez modifier la structure du champ gravitationnel au voisinage de ces deux trous noirs, et cette modification de la structure du champ gravitationnel va se propager. Il va y avoir rayonnement de petites oscillations dans la courbure de l'espace-temps, donc émission d'ondes gravitationnelles. Donc même quand j'accélère comme ça un bout de mon corps, le bras, là, je suis en train d'émettre des ondes gravitationnelles. Mais en quantité tellement infime qu'il n'y a absolument aucun espoir de pouvoir les détecter sur Terre, avec nos instruments actuels. Si vous faites les calculs, plus précisément, pour voir de quoi vous avez besoin pour générer des quantités copieuses d'ondes gravitationnelles, vous allez vous rendre compte qu'il vous faut prendre de très grandes concentrations de masse, les mettre dans des espaces petits et accélérer tout ça à des vitesses proches de celles de la lumière. Donc évidemment, ça c'est difficile à faire sur Terre, donc on regarde vers le ciel, dans l'espace, et avec un peu de chance, on peut avoir de bonnes sources d'ondes gravitationnelles. On va en rencontrer quelques-unes ce soir. Donc les principales sources d'ondes gravitationnelles, en tout cas pour les observations actuelles, il y a par exemple l'explosion d'une étoile massive à la fin de sa vie, on appelle ça une supernova. Le cœur de l'étoile s'effondre, ça rebondit, il y a beaucoup de matière dans un tout petit espace, avec des vitesses significatives. Ça émet des ondes gravitationnelles qu'on espère pouvoir capter dès lors que la prochaine supernova aura lieu dans notre galaxie. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, mais ça peut arriver à peu près n'importe quand. Ça arrive en gros une fois par siècle. Alors, suite à cette explosion d'étoiles massives, vous pouvez vous retrouver avec un cadavre stellaire qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors, une étoile à neutrons, c'est un objet
vraiment extrêmes, aux propriétés physiques extrêmes. Il faut vous imaginer 1,5 fois la masse de notre étoile, le Soleil, concentrée dans une sphère de rayon de l'ordre d'une dizaine de kilomètres. Donc c'est une densité de masse colossale. Et cette étoile à neutrons, isolée, elle tourne sur elle-même. Et pour peu qu'il y ait une petite asymétrie dans la façon dont cette matière est distribuée, vous allez avoir donc une quantité significative de matière qui est accélérée à des vitesses significatives, et donc émission gravitationnelle, un signal en fait assez ennuyeux, un signal qu'on dit monochromatique, c'est-à-dire une oscillation toujours à la même fréquence. Donc on essaie de détecter aussi ces ondes gravitationnelles en provenance d'étoiles à neutrons isolés. On connaît un certain nombre d'étoiles à neutrons isolés dans notre galaxie. On cherche à capter d'éventuelles ondes gravitationnelles émises. Pour l'instant, on n'est pas encore parvenu. Alors là où ça devient encore un petit peu plus intéressant, de mon point de vue en tout cas, c'est lorsque vous avez deux astres. Vous savez peut-être que la plupart des étoiles vivent en réalité en couple. Le Soleil est une étoile célibataire qui finalement n'est pas dans la norme de la vie d'une étoile. La plupart des étoiles vivent en couple et elles évoluent. Elles peuvent éventuellement exploser, faire une supernova. Il peut rester une étoile à neutrons à la fin. Et puis quand les deux évoluent, vous pouvez vous retrouver avec un couple d'étoiles à neutrons. Et donc ces deux étoiles à neutrons vont émettre des ondes gravitationnelles qu'on espère pouvoir capter. Donc comme on va le voir tout à l'heure, en réalité, on a déjà capté des ondes gravitationnelles en provenance de tels couples d'étoiles à neutrons. La première dès 2017. Et puis évidemment, les couples de trous noirs, puisque suite à l'explosion de cette étoile massive, vous pouvez vous retrouver soit avec une étoile à neutrons, soit éventuellement avec un trou noir. Et si vous avez deux étoiles qui finissent par vous donner des trous noirs, vous vous retrouvez avec un couple de trous noirs qui émet des ondes gravitationnelles qu'on peut ensuite détecter. Bon, comment est-ce qu'on les détecte? Avec des instruments de mesure extrêmement sophistiqués. Donc là, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, parce que je dois faire des choix. J'ai préféré me focaliser sur les détections, puisque désormais, on détecte des ondes gravitationnelles, et puis le futur. Du coup, je vais être assez succinct sur le principe de détection, mais il faut vous imaginer que vous avez des instruments ici qui font plusieurs kilomètres de long. Ici, c'est un détecteur franco-italien qui se trouve à Cascina, près de Pise, en Italie. Et chacun des deux bras ici mesure 3 km. Il y a deux détecteurs aux États-Unis qui s'appellent les détecteurs LIGO, dont les bras font 4 km. Et il y a un détecteur au Japon qui est construit sous une montagne, la montagne Kamioka, pour être bien isolé de tout un tas de sources de bruit, instrumentaux et naturels. Et donc, vous avez ici des instruments dont le principe de fonctionnement repose sur ce qu'on appelle l'interférence laser. Donc je vais pas m'étendre. Mais l'idée principale, c'est que lorsque l'onde gravitationnelle vient traverser la Terre, une onde gravitationnelle émise par une source astrophysique, ça va venir modifier la longueur relative de ses bras. Et l'instrument est capable de mesurer cette longueur relative. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quel est le changement de longueur relatif induit lors du passage de l'onde gravitationnelle? C'est de l'ordre de 10 puissance moins 21, c'est-à-dire 0,0000. Vous avez 20 zéros et un 1. Donc si vous avez un instrument qui fait quelques kilomètres de long, vous multipliez 10 puissance moins 21 par 1 km, ça fait 10 puissance moins 18 mètres. C'est-à-dire un millionième de micromètre de variation de longueur induite par le passage de l'onde gravitationnelle. Alors un micromètre, c'est la taille caractéristique d'une bactérie. C'est déjà pas facile à voir. Un millionième de micromètre, 10 puissance moins 12 mètres, c'est à peu près un centième de la taille d'un atome. Un atome a une taille caractéristique de 10 puissance moins 10 mètres. Un millionième de micromètre, c'est à peu près un millième de fois la taille d'un noyau atomique. Donc on n'est pas en train de mesurer des choses sur un atome, évidemment. C'est une mesure qui est faite de manière macroscopique sur un très grand nombre d'atomes, en l'occurrence en utilisant des miroirs. Mais il faut quand même vous représenter la prouesse que ça représente, de mesurer des variations de longueur induites par le passage d'une onde gravitationnelle avec un niveau de précision de l'ordre de 10 puissance moins 21. Ça revient, pour vous donner une idée, à mesurer la distance entre le système solaire et Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de nous, avec une erreur qui est de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est absolument ahurissant qu'on soit capable de faire ça de nos jours. Tout à fait remarquable. Et c'est le niveau de précision dont on a besoin pour bel et bien pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles. Parce que c'est un phénomène physique extrêmement ténu, extrêmement difficile à mettre en évidence, et donc il faut des instruments de mesure extrêmement sensibles. C'est tout un défi sur lequel on peut passer des heures à discuter. Mais donc là, on va plutôt parler des
de ce qu'on a observé grâce à ces détecteurs non gravitationnels. Donc, le premier événement a été détecté, je le disais, en 2015, en septembre 2015, le 14, je crois. Et voilà ce que les scientifiques de la collaboration LIGO et Virgo ont observé. Donc, vous voyez ici que l'échelle de temps, c'est de l'ordre de 2/10 de seconde. Donc, c'est un signal qui est très court. Et ce que vous avez vu dans le premier détecteur, le détecteur LIGO dans l'État de Washington, c'est cette espèce de petite, voilà, ces petites oscillations là, pas forcément très convaincantes dès lors que vous n'êtes pas un spécialiste du sujet. Mais si ça fait des décennies que vous cherchez des ondes gravitationnelles et que vous observez ça, là vous vous dites, vous êtes peut-être tombé sur le gros lot. A fortiori, si dans l'autre détecteur, qui est à un autre endroit aux États-Unis, vous avez un signal tout à fait similaire qui vient se superposer au premier. Et vous pouvez commencer à noter ici un certain nombre d'oscillations qui sont donc en phase dans les deux détecteurs, mais décalées dans le temps, puisque l'onde gravitationnelle est arrivée dans un détecteur avant d'arriver dans l'autre. Et donc vous pouvez vous assurer que tout ça est tout à fait cohérent et que vous avez bel et bien un signal d'origine astrophysique qui est représenté ici, qui est caché dans vos données, et que si vous soustrayez le signal, vous obtenez quelque chose qui est ici, qui est tout à fait compatible avec ce qu'on appelle du bruit. Une fois encore, bon, si vous le voyez comme ça, c'est peut-être pas très convaincant, mais évidemment, les spécialistes du sujet font des analyses statistiques extrêmement sophistiquées et poussées pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un signal d'origine astrophysique et pas de quelque chose qui a été généré de manière aléatoire par, je sais pas moi, des sources de bruit au voisinage des détecteurs. Vous pouvez quantifier ce degré de certitude. Je me souviens plus du chiffre exact, mais ça reviendrait à dire qu'en gros, il y a une chance sur je ne sais pas combien de millions pour que, par erreur, un ensemble de bruits dans les détecteurs ait pu reproduire un signal qui est cette tête-là dans les deux détecteurs. C'est un peu comme si vous êtes en train d'écouter la radio, une fois encore, et puis vous savez, vous êtes entre deux stations, vous entendez du bruit, ça fait crrrr, et puis par chance, parce que c'est pas impossible, pendant quelques secondes, vous entendez quelques notes d'une symphonie de Mozart. C'est pas impossible, c'est juste extrêmement improbable. Vous pouvez quantifier le degré de probabilité de la même façon ici. Et vous pouvez donc affirmer avec un très grand degré de confiance qu'il s'agit bel et bien d'un signal d'origine astrophysique, que je m'apprête à vous faire écouter. Donc vous savez désormais qu'une onde gravitationnelle n'est pas une onde sonore, mais vous pouvez tout à fait convertir ce signal d'onde gravitationnelle en signal audio, puisque cette onde gravitationnelle a le bon ton d'avoir une fréquence caractéristique qui est comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de hertz. Or, nos oreilles sont sensibles entre 10 hertz, quelque chose comme ça, et quelques dizaines de kilohertz, je crois, ou quelques kilohertz. Donc, on peut en fait convertir le signal non gravitationnel en signal audio et écouter cette onde gravitationnelle, ce message du cosmos. Ce que je me propose de faire. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Ce que vous allez entendre, c'est le signal répété 2 fois. Ça va être un bruit un petit peu sourd, comme un battement de cœur, parce que c'est à basse fréquence. Et comme nos oreilles sont plus sensibles à haute fréquence, il va être rejoué 2 fois, décalé à plus haute fréquence, pour que vous entendiez mieux la structure dans le signal audio. On y va. Est-ce que vous avez pu entendre? Ouais, super. Donc le signal caractéristique, c'est ce qu'on appelle un gazouillement, quelque part. C'est-à-dire, ça fait... Ça augmente en fréquence et en intensité au cours du temps. Et ce gazouillement, ou ce gazouillis, c'est en fait le chant du cygne d'un couple de trous noirs. Donc, pour savoir, en fait, il faut analyser la structure du signal que vous avez détecté et vous pouvez ainsi en inférer la source. Et il se trouve que ce que vous pouvez conclure, étant donné cette détection, c'est qu'il s'agit de la fin de la vie d'un système binaire de trous noirs qui orbitaient l'un autour de l'autre et qui ont fini par plonger l'un vers l'autre, fusionner pour ne faire qu'un seul trou noir, un peu comme 2 bulles de savon qui fusionneraient pour faire une seule bulle de savon. Et là où ça devient vraiment extraordinaire, c'est quand vous essayez de vous représenter physiquement ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez des trous noirs qui, chacun d'entre eux, pèse à peu près une 30aine de fois la masse de notre étoile, le Soleil. Donc le rayon caractéristique de chacun de ces trous noirs, c'est une dizaine de kilomètres. Un trou noir est un objet extrêmement compact, c'est-à-dire beaucoup de masse dans un tout petit espace.
Et à la fin de la vie de ce couple de trous noirs, ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre plusieurs dizaines, voire centaines de fois chaque seconde avant de fusionner. Et au moment où ils fusionnent, pendant une fraction de seconde, la puissance dégagée par cet événement, sous forme de rayonnement gravitationnel, a été jusque 50 fois supérieure à la puissance totale dégagée, sous forme de lumière, par l'ensemble des étoiles dans l'ensemble des galaxies de l'univers observable. C'est-à-dire que c'est l'événement le plus puissant dont l'humanité ait jamais été témoin. Juste avant de fusionner, ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre avec une vitesse orbitale qui était de l'ordre de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est vraiment des phénomènes extrêmes. Et si vous essayez de vous représenter ça, moi je trouve que c'est fascinant. Alors si vous analysez en détail le signal, non seulement vous pouvez savoir que c'est vraiment dingue, mais en plus vous pouvez dire « Ah, ces trous noirs, ils ont des masses de 29 et 36 masses solaires. » Plus ou moins quelques masses solaires, il y a toujours une erreur expérimentale en physique. Et puis le trou noir final qui a résulté de cette fusion, 62 masses solaires. Et là vous dites, bon, ils sont sympas ces physiciens, mais ils ne savent même pas faire une addition quand même. Alors comment se fait-il qu'il semblerait qu'on ait perdu 3 masses solaires? Exactement, ces 3 masses solaires, en fait, sont parties avec les ondes gravitationnelles. Cette énergie a été rayonnée. E égale mc2, en relativité. Il y a une énergie associée à la masse, et il y a une énergie associée à 3 masses solaires qui étaient présentes initialement, qui a été rayonnée sous forme d'onde gravitationnelle. Donc au final, l'énergie est bien conservée. Vous aviez 65 masses solaires au début, puis à la fin, vous en avez 62 dans le trou noir final, et l'équivalent de 3 masses solaires qui a été rayonné et qui est parti, et dont on a capté une toute petite fraction grâce à nos détecteurs sophistiqués. Donc là encore, rendez-vous compte que notre étoile, le Soleil, brûle son carburant par des réactions thermonucléaires à un rythme qui correspond, je crois, à une conversion de peut-être quelques pourcents de son énergie de masse sur toute sa vie. Donc après 8 milliards d'années, il y aura quelques pourcents d'une masse solaire qui aura été convertie en rayonnement, dont nous bénéficions tous les jours. Là, en une fraction de seconde, 2 dixièmes de seconde, vous avez l'équivalent de 3 fois la masse entière du Soleil qui a été rayonnée sous forme d'onde gravitationnelle. D'où la puissance colossale que j'évoquais. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement historique? Pour toute une série de raisons. Tout d'abord, c'est la première détection directe d'ondes gravitationnelles, quasiment 100 ans après la prédiction de ce phénomène physique. Einstein lui-même ne pensait pas qu'on le verrait un jour. Il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse un jour capter un phénomène physique aussi ténu. Donc c'est déjà remarquable, à mon sens. Le vrai exploit, en fait, la chose la plus importante, c'est que c'est désormais la preuve la plus robuste de l'existence des trous noirs dont nous disposions. Nous avions déjà avant des preuves indirectes de l'existence des trous noirs, mais désormais, c'est une preuve qu'on pourrait dire tout à fait directe. On a littéralement écouté les trous noirs danser l'un autour de l'autre. C'est la découverte aussi du premier système binaire de trous noirs. On ne savait pas si les trous noirs vivaient bel et bien en couple avant, désormais, on le sait. Et c'est aussi le premier test de ce qu'on appelle un test en champ fort de la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire que dans le système solaire, le champ gravitationnel est somme toute assez faible. Les effets de relativité générale ne sont pas très importants. Mais là, pour décrire le spiralement et la coalescence et la fusion de deux trous noirs et l'émission d'ondes gravitationnelles associées, il vous faut absolument une théorie relativiste de la gravitation, comme la relativité générale. La théorie de Newton de la gravitation ne pourrait pas du tout vous permettre de comprendre ça. Et quand vous faites le test, la relativité générale fonctionne, la prédiction est tout à fait en accord avec l'observation. Donc, encore une belle confirmation de cette remarquable théorie. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est regarder une petite vidéo, une petite animation de ce à quoi ressemblerait cette fusion de trous noirs si vous étiez à une distance raisonnable au-dessus du plan orbital. Donc, vous allez voir les deux trous noirs tourner l'un autour de l'autre et puis progressivement se rapprocher et fusionner. Et vous allez avoir des drôles d'effets qu'on appelle de l'anti-âge gravitationnel, tout simplement parce que le champ gravitationnel de ce couple de trous noirs est très intense et vient dévier la trajectoire des rayons lumineux, ce qui donne lieu à des effets de l'anti-âge gravitationnel. Comme quand vous êtes dans le désert et que vous croyez voir une étendue d'eau là-bas, alors qu'en fait vous allez mourir de soif. C'est parce que vous avez votre cerveau vous fait croire qu'il y a de l'eau là-bas, mais c'est parce que
le gradient de température dévie la trajectoire des rayons lumineux et puis du coup on se trompe et puis c'est dommage. Enfin, ici, les rayons lumineux sont déviés par le champ gravitationnel du couple de trous noirs. Donc, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc vous voyez ces drôles d'effets optiques qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Vous avez deux taches noires au centre qui sont en fait les deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre. Bah, évidemment, c'est parfaitement noir puisque la lumière il n'y a aucune lumière qui peut vous parvenir de ces régions-là puisque le champ gravitationnel est trop intense, c'est ce qui caractérise le trou noir. Et puis ils se rapprochent et finissent par fusionner, hop, et faire un seul trou noir. Alors, la première fois que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit bon, bah, c'est sympa, mais c'est pas très excitant quand même. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est pas là que se passe l'action. Là, on est en train de regarder, alors qu'en fait, il faut écouter. Plus précisément, il faut essayer de capter les ondes gravitationnelles. C'est là qu'est toute l'énergie dans l'émission de rayonnement gravitationnel. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est visualiser ces ondes gravitationnelles. Donc là, vous avez une animation qui vous représente le même système, ces deux trous noirs, mais avec maintenant une visualisation du système d'ondes gravitationnelles émis. Et là, ici, vous voyez les oscillations, l'amplitude de l'onde gravitationnelle en fonction du temps. Vous voyez que les deux trous noirs se rapprochent, la fréquence des ondes augmente, l'amplitude également. Elle va finir par atteindre un maximum à peu près au moment où les deux trous noirs vont fusionner l'un avec l'autre. On y est presque. Dernières orbites, hop, fusion et désexcitation radiative du trou noir résultant de cette fusion. On va maintenant parler d'un couple d'étoiles à neutrons. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous allez voir qu'on se met à faire de l'astronomie multimessager, c'est-à-dire qu'on peut à la fois écouter et voir. Donc le 17 août 2017, la collaboration LIGO-Virgo, lors de sa deuxième campagne d'observation, a détecté un signal non gravitationnel qui a duré beaucoup plus longtemps que le premier que je viens de vous présenter. Il a été observé, disons, les données ont été observées dans le détecteur pendant à peu près 1 minute. Et ça, déjà, le fait que vous le voyez vous pouvez l'observer pendant beaucoup plus longtemps, ça vous renseigne sur le fait que la masse totale du système est plus faible. Donc, il ne va pas s'agir d'un couple de trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires, il va s'agir en fait d'un couple d'étoiles à neutrons. Chaque étoile à neutrons pesant à peu près 1,5 fois la masse du Soleil. Donc, je vais vous faire de nouveau écouter ce signal, en espérant que vous puissiez bien l'entendre. Donc là, vous entendez principalement du bruit. Le signal est très difficile à entendre. On va l'entendre principalement à la fin. Mais vous pouvez voir le signal qui est en train de se construire progressivement. Ça monte, ça monte, ça monte. Et sur la fin, vous allez avoir le... Difficile, hein? Si vous... Ça fait... Juste à la fin. Donc c'est la même structure caractéristique de gazouillis, mais la façon dont la fréquence et l'amplitude augmentent au cours du temps est différente, et c'est ça qui vous permet de savoir si c'était un couple de trous noirs ou un couple d'étoiles à neutrons, ou éventuellement un trou noir et une étoile à neutrons. Donc ici, vous avez représenté les 5 premiers signaux qui ont été vus pendant la première campagne d'observation, tous émis par des couples de trous noirs. Celui-ci, c'est celui dont on a parlé pendant une petite vingtaine de minutes. Le premier détecté en 2015. Puis ici, vous en avez 4 autres qui ont été vus pendant la première campagne d'observation. Et puis pendant la deuxième campagne d'observation, vous avez cet autre signal. Alors vous allez voir que qualitativement, c'est assez différent. Parce qu'en fait, ça dure beaucoup plus longtemps. Oui, vous voyez, pendant 4, 5, 6, 7, 8 secondes, etc. Donc il y a beaucoup plus d'oscillations qui ont été observées. Bon, c'est un peu monotone. Je vais à la fin. Et à la fin, vous allez voir l'augmentation. Hop, l'augmentation caractéristique du signal sur la fin au moment où les trous noirs les étoiles à neutrons, pardon, vont fusionner. Ok. Et là, ça devient peut-être plus chouette de visualiser. Alors, c'est une animation qui a été réalisée qui n'est pas forcément très, très pertinente scientifiquement, mais esthétiquement, c'est joli. Parce que vous avez des étoiles, vraiment. Les étoiles à neutrons rayonnent. Et donc, si vous pouviez être à côté de l'événement, voilà le genre de choses que vous observeriez.
Donc c'était un petit peu plus visuel, puisque une fois que ces deux étoiles à neutrons ont fini par fusionner, il y a eu une émission significative de rayonnement électromagnétique. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce rayonnement électromagnétique qui a résulté de la fusion de ces deux étoiles à neutrons a été observé. Vous avez ici la représentation donc, du signal non gravitationnel, donc l'évolution de la fréquence en fonction du temps. Le 0 ici, c'est le moment de la fusion. C'est les détecteurs LIGO et Virgo qui l'ont vu. Et puis, un peu moins de 2 secondes après, il y a un satellite observationnel qui capte des rayonnements gamma, qui s'appelle Fermi, qui a vu ce qu'on appelle un sursaut gamma court. Donc, ça ne dure pas très longtemps, et ça a eu lieu moins de 2 secondes après. Donc, vous pouvez dire, bon, c'est peut-être une coïncidence, peut-être. Et vous pouvez déjà vous poser la question, est-ce que ces deux événements ont eu lieu dans la même région du ciel ou pas? Donc, voilà un diagramme qui vous représente le ciel projeté ici sur une sphère. Donc vous avez cette espèce de grande banane vert clair là, qui est l'observation par les détecteurs LIGO. Donc l'observation vous dit la source du signal non gravitationnel est forcément à l'intérieur de cette région dans le ciel. Et puis si vous ajoutez le détecteur franco-italien Virgo, ça restreint considérablement la zone du ciel. Vous avez maintenant 7 régions. Et en ce qui concerne le sursaut gamma court qui a été observé par Fermi, vous avez 7 régions en bleu. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est potentiellement tout à fait compatible. Et maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à l'intérieur donc, de cette région de compatibilité possible, vous pouvez chercher éventuellement d'autres traces de cet événement. Et ce que les astronomes sont parvenus à observer, c'est que dans cette galaxie qui répond au doux nom de NGC 4993, eh bien, quelques heures, une dizaine d'heures après l'événement, vous avez un point ici qui s'est allumé, qui n'était pas là avant l'événement. Qu'est-ce que c'est que ce point qui s'allume? C'est ce qu'on appelle la contrepartie électromagnétique de la coalescence des deux étoiles à neutrons. Donc vous avez ces deux étoiles à neutrons qui ont fusionné, qui ont émis des ondes gravitationnelles, on les capte. Quelques secondes après la coalescence, vous avez émission de rayonnement gamma, on l'a vu, le sursaut gamma court. Et puis pendant les jours, et puis même les mois qui ont suivi, vous avez pu observer tout un tas d'autres signaux électromagnétiques à travers tout le spectre électromagnétique. C'est véritablement une observation multi-messager, puisque vous observez le signal avec des ondes gravitationnelles, puis avec des rayons gamma, avec des rayons X, des rayons UV, en optique, en infrarouge, en radio. Enfin, vous avez un tiers de la communauté astronomique internationale qui s'est mobilisée avec tous les instruments possibles et imaginables pour suivre cet événement et pour détecter pour la toute première fois un phénomène astronomique à travers différents messagers. À la fois, on a écouté et on a vu. Et on a très bien vu, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi est-ce que cet événement est lui aussi historique dans l'histoire de l'astronomie? Tout d'abord parce que c'est la première observation d'une fusion d'étoiles à neutrons. On savait que les couples d'étoiles à neutrons existent. On les observe depuis les années 70 déjà, mais on ne les avait jamais vus fusionner. C'est aussi la confirmation d'un lien, d'une hypothèse qui a été faite il y a plusieurs décennies, selon laquelle les progéniteurs des sursauts gamma courts qu'on observe depuis longtemps sont en fait les fusions d'étoiles à neutrons. Là, le lien est bel et bien établi. Ça permet également de mesurer quelque chose qu'on appelle la constante de Hubble, qui joue un rôle extrêmement important en cosmologie. Ça vous permet de mesurer la vitesse à laquelle l'univers est en expansion. Pourquoi est-ce que ça permet de mesurer la constante de Hubble? Tout simplement parce que le rayonnement électromagnétique vous permet d'avoir accès à ce qu'on appelle le décalage vers le rouge gravitationnel, qui est une mesure de la vitesse de récession de la galaxie haute du couple d'étoiles à neutrons. Et d'autre part, l'onde gravitationnelle vous donne accès à la distance de l'événement. Et quand vous avez la distance et la vitesse de récession, vous pouvez mesurer la constante de Hubble. Et conforter de manière tout à fait indépendante des mesures qui sont faites autrement, par exemple avec les supernovas de type 1A ou avec le fond diffus cosmologique. Ça permet aussi de conforter une théorie qui est celle on appelle ça la nucléosynthèse par processus R. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, ça vous permet de comprendre comment se forment les éléments lourds, plus lourds que, on va dire, l'hydrogène, l'hélium, etc. Peut-être que lorsque cet événement a été annoncé, vous avez lu dans la presse
que l'équivalent de plusieurs masses solaires en or a été fabriqué lors de cet événement, lors de la coalescence des deux étoiles à neutrons. Ça permet également de mettre une très forte contrainte sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. Parce qu'il faut vous rendre compte que quand même, cet événement a eu lieu il y a extrêmement longtemps, dans une galaxie extrêmement lointaine, comme on dit dans Star Wars. Et puis, ça n'a pris que 2 secondes de décalage entre l'observation d'ondes gravitationnelles et l'observation ensuite du sursaut gamma. Si les ondes gravitationnelles se propageaient, par exemple, un peu plus vite ou un peu moins vite que les ondes électromagnétiques, on n'aurait pas observé les deux phénomènes à juste 2 secondes de décalage, malgré le temps considérable qu'il a fallu à ce signal pour se propager depuis là où ça a eu lieu jusqu'à nous. Donc on peut comme ça en fait dire que les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse que les ondes électromagnétiques à une fraction qui est forcément... à une erreur potentielle qui est plus petite que 10 puissance moins 15. Donc c'est une contrainte très très forte. Et puis évidemment, c'est le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, c'est-à-dire on peut utiliser des vecteurs d'information complémentaires pour étudier notre univers. On arrive à la dernière partie de l'exposé, à savoir qu'est-ce que l'avenir nous prépare. Donc on a désormais tout un réseau mondial de détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles. Donc, je vous ai parlé des 2 détecteurs LIGO aux États-Unis, dans l'État de Washington et de Louisiane, le détecteur franco-italien en Italie, près de Pise. Il y a un détecteur en Allemagne également, qui est un petit peu moins performant, mais qui permet de tester de nouvelles technologies. Il y a un des détecteurs états-uniens qui va être envoyé en Inde, et il y a un détecteur également au Japon, sous une montagne. Alors, ça fait depuis des décennies, ça fait depuis les années 80-90 que ces détecteurs sont en construction et en amélioration systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on améliore les composants, on renforce la sensibilité, et puis on fait une campagne d'observation, et pendant très longtemps, on ne voyait rien. Puis au bout d'un moment, on a atteint un seuil de sensibilité suffisant pour pouvoir finalement voir quelque chose. Et on continue régulièrement à améliorer la sensibilité de ces détecteurs, de façon à avoir de plus en plus d'événements par unité de temps, par exemple, chaque année. À tel point que la prochaine campagne d'observation, qui aura lieu à partir de la fin de l'année prochaine, dans 1 an à peu près, va nous permettre, a priori, de voir plusieurs centaines d'événements par an. La première campagne d'observation, elle a eu lieu en 2015, on a vu 5 événements. La deuxième campagne d'observation, on en a vu une petite dizaine. Non, 3 événements, je ne sais plus exactement. Et puis la dernière campagne d'observation, on en a vu plusieurs dizaines. On est quasiment maintenant à une centaine d'événements. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici sur ce schéma. Vous avez représenté ici, on va dire, c'est un peu difficile à expliquer, le temps-volume effectif, c'est-à-dire en gros à quel volume d'univers vous avez accès, et ce de manière cumulée dans le temps. Et ici, vous avez le nombre d'événements qu'on a pu observer. Donc vous voyez qu'initialement, on avait quelques événements pendant la première campagne d'observation, qui est ici la toute petite région en jaune à gauche. Deuxième campagne d'observation, O2, on a encore un peu amélioré. Et puis la troisième campagne d'observation qui a été séparée en 2 morceaux, vous voyez que là, ça commence à exploser. On arrive quasiment à une centaine d'événements. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque fois que, par exemple, que vous améliorez d'un facteur 2 la sensibilité de votre détecteur, ça veut dire que vous pouvez regarder des signaux qui sont potentiellement 2 fois plus loin. Mais si vous pouvez voir 2 fois plus loin, ça veut dire que vous avez accès à un volume d'univers qui est 2 fois 2 fois 2, 8 fois plus grand, potentiellement. Donc vous améliorez quasiment par un facteur 10 le nombre d'événements que vous pouvez voir par unité de temps. Et donc là, la 4e campagne d'observation qui commencera d'ici un peu plus d'1 an, devra nous permettre d'augmenter encore de manière bien plus significative ce nombre d'événements. À tel point qu'on peut véritablement désormais parler d'astronomie gravitationnelle. C'est plus juste on voit un signal de temps en temps. On voit beaucoup de signaux et on commence à pouvoir faire des statistiques et apprendre des choses sur la population de trous noirs dans les galaxies, la population d'étoiles à neutrons, etc. Vous avez ici un joli tableau de famille. C'est marrant, ça ressemble au tableau périodique de Mendeleïev. Je ne crois pas que c'est fait exprès. Donc voilà, il y avait 3 événements lors de la première campagne d'observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pendant la deuxième, donc une dizaine, quoi. Et puis là, voilà, 3e campagne d'observation, il y en a encore 60 en plus. Là, on en est à peu près à 70 événements. Et la majorité de ces événements correspondent à des coalescences de couples de trous noirs de quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires.
et quelques événements comme les couples d'étoiles à neutrons et aussi une étoile à neutrons et un trou noir. Là, on a commencé à avoir une certaine diversité. Ce que vous pouvez voir sur cet autre diagramme qui vous présente l'ensemble des couples d'objets compacts, et puis des objets compacts aussi isolés, qu'on connaît désormais. Donc avant 2015, qu'est-ce qu'on connaissait? On connaissait les points ici, donc vous avez ici la masse qui est représentée. Chaque point, c'est une étoile à neutrons. Vous pouvez lire ici, cette étoile à neutrons, elle a une masse d'environ 2 masses solaires. Puis là, vous avez d'autres étoiles à neutrons isolées, toutes celles-ci. On les connaissait grâce à l'observation de signaux radio et autres. Les points en rouge sur les côtés sont des trous noirs de quelques masses solaires à éventuellement une dizaine ou une vingtaine de masses solaires, ou une trentaine, qu'on connaissait également grâce à du rayonnement électromagnétique. Typiquement, ce sont ce qu'on appelle les systèmes binaires X, c'est-à-dire un trou noir en orbite avec une étoile compagnon qui cannibalise sa matière. Cette matière tourne autour du trou noir, émet du rayonnement énergétique qu'on capte, et c'est en interprétant ce rayonnement qu'on arrive à remonter à la masse du trou noir. Donc vous voyez, c'était quelques dizaines, même pas, une dizaine ou 2 dizaines de trous noirs. Et en l'espace de 5 ans, grâce aux ondes gravitationnelles, le tableau de famille s'est considérablement enrichi. Et entre autres, on sait désormais qu'il existe des trous noirs de plus de 100 masses solaires. Donc là, on ne parle même plus de trous noirs de masse stellaire, on commence à parler de trous noirs de masse intermédiaire. Vous savez peut-être qu'il y a aussi des trous noirs supermassifs, je vais en reparler. Mais là, grâce aux observations gravitationnelles actuelles, on sait qu'il y a des trous noirs. Voilà, vous voyez, celui-ci, il fait quasiment 200 masses solaires. Vous avez également des coalescences de systèmes binaires avec une étoile à neutrons de 1 masse solaire et demie, avec un trou noir de 7 masses solaires pour faire un trou noir de 8 masses solaires. Et vous avez des coalescences de 2 trous noirs qui sont déjà très massifs, quasiment 100 masses solaires chacun. Enfin, vous voyez, ça commence à être un petit peu diversifié, cette histoire. Et c'est très important pour les astrophysiciens qui essaient de comprendre l'évolution des étoiles, parce que ça les renseigne sur les processus qui permettent de générer de tels trous noirs. Donc ça, ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité, mais évidemment, toutes ces observations sont extrêmement riches pour comprendre la physique des étoiles, surtout à la fin de leur vie. Alors, que nous réserve l'avenir? Eh bien, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. On commence déjà à penser à des détecteurs non gravitationnels dits de 3e génération, comme le projet Einstein Telescope, qui est à l'étude par la Commission européenne. L'idée étant évidemment, une fois encore, de faire un saut significatif dans la sensibilité des détecteurs. Donc là, les bras sont considérablement plus longs. Tout ça va être mis à très basse température pour diminuer les sources de bruit. Et on s'attend donc à pouvoir observer beaucoup plus de signaux non gravitationnels avec ce futur détecteur. Ce ne sera pas avant la décennie 2030, si ça a lieu. Mais en ce qui me concerne, la chose qui me motive le plus, que je trouve la plus prometteuse, c'est le projet d'envoyer un détecteur non gravitationnel dans l'espace. Le projet LISA, qui a été approuvé par l'Agence spatiale européenne, qui devrait être lancé d'ici 2034. Il faut encore patienter un peu. L'idée étant d'envoyer 3 satellites ici qui vont s'échanger des signaux laser. Donc là encore, c'est un peu Star Wars, quoi. Et puis vous avez ces 3 satellites là qui sont distants derrière la Terre de quelques dizaines de degrés. Et l'échange de ces faisceaux laser permet de mesurer l'éventuel passage d'une onde gravitationnelle sur le chemin. Alors là où c'est intéressant, c'est que comme la taille du détecteur est significativement plus grande, vous avez accès en fait à des ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse. Et qui dit fréquence d'ondes gravitationnelles plus basse correspond à des sources d'ondes gravitationnelles beaucoup plus massives. Et donc ce qu'on va pouvoir faire avec LISA d'ici une quinzaine d'années, c'est écouter une véritable symphonie cosmique. Alors entre autres, on va écouter beaucoup de signaux en provenance de couples de naines blanches. Donc là, ce ne sont pas des sources très massives, mais en tout cas, elles sont relativement éloignées l'une de l'autre, donc la fréquence du signal est suffisamment basse. Mais c'est un peu ennuyeux, ce n'est pas de la très jolie musique, c'est monochromatique. C'est comme le son émis par un diapason. Mais ça va permettre de capter plusieurs je crois, dizaines de milliers de signaux, et donc faire une espèce de cartographie de tous les couples de naines blanches dans notre galaxie.
la Voie lactée. Il y a également la possibilité de détecter des signaux d'ondes gravitationnelles que vous reconnaissez peut-être ici. C'est la coalescence d'un couple de trous noirs, mais ici de trous noirs supermassifs. On sait désormais que toutes les galaxies comme la nôtre, par exemple, arborent en leur sein un trou noir supermassif, c'est-à-dire dont la masse est comprise entre quelques millions et milliards de masses solaires. Notre propre galaxie a en son sein un trou noir d'environ 4 millions de masses solaires. Et au cours de l'évolution cosmique, les galaxies fusionnent, et on s'attend à ce que les trous noirs qui sont au sein de chacune de ces galaxies finissent également par fusionner en émettant des ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles seront captées par LISA. Toutes les coalescences de trous noirs supermassifs seront détectables par LISA. Et ma source préférée, c'est ce qu'on appelle les systèmes binaires à rapport de masse extrême. Vous voyez que là, la musique devient assez riche, la structure harmonique est complexe. L'idée, c'est que vous avez maintenant un trou noir supermassif au cœur d'une galaxie et un objet compact, comme un trou noir de quelques masses solaires ou une étoile à neutrons, en orbite autour de ce trou noir supermassif. Et le mouvement orbital est extrêmement complexe. C'est beaucoup plus compliqué qu'une orbite keplérienne dans le système solaire. Et du fait de ce mouvement orbital très complexe, l'émission de rayonnement gravitationnel a une structure extrêmement riche qui vous permet du coup de tester la structure du champ gravitationnel au voisinage du trou noir supermassif. Je vais y revenir. Et puis, de manière un peu plus spéculative, il y a d'éventuelles traces d'ondes gravitationnelles émises une fraction de seconde après le Big Bang, ce qu'on appelle un fond stochastique d'ondes gravitationnelles d'origine cosmologique. Donc là, on est moins sûr de ce qu'on va pouvoir voir, mais si on ne regarde pas, c'est sûr qu'on ne saura jamais. Et si on détecte quelque chose, ça pourra nous donner des informations extrêmement précises sur les conditions physiques qui régissaient l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. Donc voilà pour les principales sources en ce qui concerne LISA. Donc comme je l'ai mentionné, la fusion de trous noirs supermassifs va nous permettre d'explorer la croissance des trous noirs et de comprendre l'évolution des galaxies autour des temps cosmiques. Mais en ce qui me concerne, donc le projet qui m'intéresse le plus et sur lequel une bonne partie de ma recherche est focalisée, ce sont les systèmes binaires à rapport de masse extrême. Et donc je vais vous faire une petite analogie pour vous expliquer pourquoi c'est tellement chouette, ces systèmes. Je vais passer par la géodésie. Étymologiquement, ça veut dire la science de la mesure de la Terre. Ici, vous avez une représentation de, on va dire, la forme de la Terre, avec les boursouflures, les écarts à la moyenne exagérés pour bien visualiser. Comment est-ce qu'on fait pour remonter à la forme de la Terre? C'est très simple. On envoie, enfin simple, conceptuellement c'est simple, on envoie des satellites en orbite et puis on communique avec ces satellites. On arrive à savoir où se trouvent les satellites en fonction du temps. Et le mouvement de ces satellites autour de la Terre, ils sont déterminés par le champ gravitationnel créé par la Terre, par la courbure de l'espace-temps créé par la Terre. Si vous avez une sphère parfaite, vous allez avoir un certain mouvement orbital. Si vous avez une sphère un peu déformée, ça va être un peu différent. Et en suivant le mouvement, vous pouvez remonter ainsi à la forme de la Terre et donc faire de la géodésie. Eh bien, l'idée, avec les systèmes binaires à rapport de masse extrême, c'est de faire la même chose, mais en utilisant l'objet stellaire de masse l'objet compact de masse stellaire, comme la sonde, comme le satellite artificiel. Puisque l'onde gravitationnelle émise encode de l'information sur le mouvement orbital. D'accord ? L'onde dépend de la façon dont le petit corps tourne autour du gros. Vous captez l'onde, vous pouvez remonter au mouvement orbital, et puis ensuite, vous dites, ah oui, mais si c'est ce mouvement orbital-là, c'est parce que l'objet au centre a telle forme. OK ? S'il avait une forme différente, ça créerait un mouvement différent, et donc une onde gravitationnelle différente. Et c'est l'occasion de faire mon malin, et donc de forger un néologisme, la botryomélodésie, c'est-à-dire la science de la mesure des trous noirs. Donc c'est pas encore officiel, mais j'espère que ça sera adopté un jour. Ça permet également de tester ce qu'on appelle le théorème de calvitie des trous noirs. Effectivement, les trous noirs n'ont pas de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont caractérisés par un nombre très petit de paramètres physiques. En fait, 2, essentiellement. Leur masse, ce qu'on appelle le spin, qui est une façon de mesurer à quelle vitesse ils tournent sur eux-mêmes. Donc je suis en train de vous dire qu'un objet macroscopique, comme un trou noir de, mettons, 10 masses solaires,
qui a une taille caractéristique de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Enfin, c'est un objet macroscopique, n'est caractérisé que par 2 nombres. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que tout objet macroscopique est normalement extrêmement complexe. Moi, il ne suffit pas que je vous donne ma taille et mon poids pour que vous puissiez savoir quelle est la marque de mon shampoing. Nous sommes tous des objets macroscopiques extrêmement complexes. Tout simplement parce que nous sommes faits d'un très grand nombre de particules qui interagissent les unes avec les autres. Il n'y a que les particules élémentaires, comme un électron, qui sont extrêmement simples. Et les trous noirs, des objets macroscopiques qui ne sont caractérisés que par 2 nombres. Donc, le théorème de Calvici vous dit ça. Vous dit un trou noir, normalement, il a une structure extrêmement simple. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler des trous noirs, mais en gros, la raison pour ça, c'est parce qu'un trou noir, c'est juste une espèce de... C'est une région de l'espace-temps où la courbure est très intense, mais c'est vide de matière, en fait, un trou noir. C'est de l'espace-temps courbé d'une certaine façon, et il y a du coup une nature assez universelle à ça. C'est pour ça que les trous noirs sont aussi simples. Et en observant les ondes gravitationnelles émises par ces systèmes, on va pouvoir mesurer leur forme, et donc d'une certaine façon caractériser le nombre de cheveux qu'ils ont, et voir si ce nombre bel et bien 2, auquel cas la théorie de la relativité générale est une fois encore confortée, ou peut-être on va trouver qu'ils ont plus de cheveux, ce qui serait une indication pour une théorie plus profonde. Et j'ai presque terminé. Alors c'est un exercice qui est toujours difficile, la prospective, et je pense que quand on essaie de prédire ce qui va arriver dans le futur, c'est assez sage de se tourner vers le passé pour essayer d'en tirer quelques leçons. Et ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'à chaque fois qu'on a commencé à observer l'univers avec un nouveau vecteur d'information, on a eu des surprises. Alors tout ça, ça a commencé dès le XVIIe siècle, avec Galilée, qui tourne la lunette astronomique, récemment inventée, vers la Lune. Et il découvre les cratères lunaires. En l'espace d'une observation, juste avec de la lumière magnifiée, grâce au télescope, à la lunette astronomique, on remet en question ce qui a été un dogme pendant littéralement des milliers d'années, enfin au moins plus d'un millier d'années, à savoir que le monde sublunaire est soumis au changement et le monde supralunaire est éternel. Et là, vous voyez qu'en fait, non, la Lune, elle est pas parfaite du tout, quoi. Elle est un peu comme sur Terre, il y a des cratères, ça n'a pas l'air d'être un système aussi pur et invariant que ça. Donc la théorie aristotélicienne était déjà remise en question. Et l'année suivante, 1610, il tourne cette fois-ci la lunette vers Jupiter et observe 4 petits points dont il suit le mouvement au cours du temps, les 4 satellites dits galiléens. Ce qui prouve une fois de plus que la Terre n'est pas si spéciale. Il n'y a pas que la Terre qui est un satellite naturel, d'autres planètes, dont Jupiter aussi. Donc c'était une véritable révolution. Grand bond en avant, XXe siècle, découverte des rayons... Enfin, découverte. Oui, on observe des rayons cosmiques en provenance de l'espace dès 1912. On n'avait pas anticipé, mais une vingtaine d'années plus tard, en 1936, on a observé des particules élémentaires que nous ne connaissions pas avant, qui s'appellent des muons, parmi ces rayons cosmiques. C'est une découverte qu'on a pu faire parce qu'on a commencé à observer l'univers avec un nouveau vecteur d'information, en l'occurrence les rayons cosmiques. 1933, on commence à observer le ciel avec des ondes radio, c'est le début de l'astronomie radio. 30 ans plus tard, Penzias et Wilson pointent leur radiotélescope, qui appartenait, je crois, à l'entreprise Bell, vers le ciel et découvrent de manière totalement accidentelle, l'histoire est vraiment amusante si vous la connaissez, ou si vous ne la connaissez pas, lisez à ce sujet, c'est vraiment amusant. Ils découvrent un fond de rayonnement radio qu'on appelle désormais le fond diffus cosmologique, qui est en fait la première image, disons, qu'on peut se faire de l'état de l'univers relativement peu de temps après le Big Bang, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, et qui contient énormément d'informations sur les petites fluctuations de densité qui existaient à cette époque. Ça a d'ailleurs valu donc à Penzias et Wilson l'attribution du prix Nobel de physique, cette découverte. 1967, quelques années plus tard, Jocelyn Bell détecte des signaux extrêmement réguliers
en provenance donc, du ciel, sous forme d'ondes radio. Les pulsars, on a un temps cru que c'était peut-être des signaux d'origine extraterrestre, mais assez vite, on s'est convaincu qu'en fait, ce sont des étoiles à neutrons en rotation dont on capte le rayonnement radio. Cette découverte remarquable a valu, non pas à Jocelyn Bell, mais à son directeur de thèse, Anthony Hewish, l'attribution du prix Nobel de physique. Les rayons X, on commence à les observer en 1948 dans l'espace. Et en 1962, on découvre les systèmes binaires X, que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Là encore, c'est, vous voyez, une nouvelle découverte qui n'était pas du tout anticipée. Vous voyez, l'histoire se répète, je continue, et j'arrête là, puisque mon temps est écoulé. Mais il est clair que la leçon, c'est qu'à chaque fois que vous commencez à observer notre univers avec un nouveau vecteur d'information, ok, vous voyez peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez, ce qui est le cas pour l'instant, mais surtout, vous finissez à un moment donné par faire des découvertes inattendues. Donc je pense que ce qui nous attend, ce sont de nombreuses surprises en perspective dans les années et les décennies à venir. Et je vous remercie pour votre attention.